Parlons donc de cette fameuse crise de 1929 et de son déclenchement. Si vous n'avez pas vu la première vidéo qui recadre le contexte de l'époque, vous pouvez cliquer sur le lien en haut à droite. Revenons maintenant à cette date de 1929. Comme vous le savez déjà sans doute, les plus grandes entreprises américaines de l'époque sont cotées à Wall Street, la bourse de New York, qui existe encore aujourd'hui et qui reste un véritable centre financier et économique des États-Unis. Mais avant de parler de la crise, essayons de comprendre le système boursier. Parlons donc des principes du système boursier. Il faut déjà se poser une première question. Qu'est-ce que la bourse ? Globalement, c'est un lieu immatériel où s'échangent des produits financiers et où sont émises et échangées des actions d'entreprise. On appelle cela encore aujourd'hui une place de marché. Bien que maintenant, de nos jours, ces actions d'entreprise sont échangées par des robots et par l'intelligence artificielle en temps réel. Ce système boursier est organisé en un ensemble de cotations. Et aujourd'hui, les valeurs de ces actions sont en temps réel et exprimées en pourcentage, de hausse ou de baisse donc. De plus, il existe des indicateurs comme le Dow Jones qui permettent de représenter la performance des 30 plus grosses entreprises américaines et qui a donc pour but de donner un aperçu général du marché boursier américain, voire de l'économie dans son ensemble. Les traders l'utilisent aussi comme indice de référence. Il est alors possible de mesurer la performance relative d'une action. Sans rentrer dans les détails car il existe plusieurs types d'actions, et pour vous résumer rapidement les choses, une entreprise a un capital. En gros, cela représente sa valeur. Et la personne qui crée généralement l'entreprise a un capital de départ, en gros son investissement personnel lorsqu'il crée la société. L'entreprise, si en progression, peut ouvrir son capital à d'autres personnes qui aimeraient investir dans la société. Cela lui permet aussi de récolter plus d'argent et d'investir rapidement. Ainsi, on peut ouvrir le capital de départ et l'agrandir. Un particulier peut très bien acheter une action de l'entreprise et devenir un actionnaire. Bien qu'il existe plusieurs types d'actions et toujours sans rentrer dans les détails, car je ne suis pas économiste, tout individu peut participer à la vie de l'entreprise et être consulté en tant qu'actionnaire dans les décisions importantes. Bien sûr, l'actionnaire majoritaire de l'entreprise aura toujours plus de poids. Ainsi, si je détiens les parts de mon entreprise à hauteur de 50,1%, je serai toujours majoritaire. En revanche, si j'avais la plus grosse part d'actions de l'entreprise, prenons 30% par exemple, mais que les autres actionnaires dans leur ensemble, même si possédant des parts plus petites, représentaient 70%, durant un vote, s'ils se mettent tous d'accord, je serai minoritaire même si je possède la plus grosse part d'actions de l'entreprise. Pour en revenir aux entreprises en bourse, leur capital est accessible et ouvert en temps réel. La valeur de cette action varie tous les jours en fonction des résultats de l'entreprise ou à cause de sa réputation. Bien sûr, ce sont les plus grandes entreprises qui sont cotées en bourse. Par exemple, si on prend l'évolution d'une action plus contemporaine pour que vous compreniez bien, Facebook est entré en bourse au prix de 38,23$ l'action. En 2021, l'action Facebook vaut aujourd'hui près de 365$. Ainsi, dans la majorité des cas pour acheter une action, il faut un vendeur et un acheteur. Ce principe dans lequel vous pouvez acheter des actions des entreprises et les revendre pour vous faire un bénéfice est celui du trading. C'est-à-dire l'action d'acheter et de vendre des titres sur les marchés financiers pour le compte d'un tiers ou bien pour soi-même. Le trading est aujourd'hui à la base même du système capitaliste et de notre système économique. Mais maintenant, ce sont les robots qui achètent et revendent des actions en temps réel. Eh oui. Mais revenons à l'époque, dans les années 1920. Les Américains, qui ont un peu d'argent de côté, essaient de faire fructifier leurs économies et achètent donc des actions en bourse. Cela permet d'avoir un revenu supplémentaire ou de placer de l'argent pour leurs vieux jours. Comme on l'a vu lors de la précédente vidéo avec le boom économique des années 1920, la population aurait tort de se priver d'investir dans les entreprises américaines, d'autant que cela rapporte vraiment. C'est même pire que cela, c'est le moyen de s'enrichir le plus rapide selon l'économiste Jacques Brasseur. Le cours des titres, donc des actions, augmente plus que les profits des entreprises qui eux-mêmes augmentent plus que la production, autrement dit la productivité, et enfin plus que les salaires, bon dernier dans cette course. C'est incroyable mais vrai. Ce phénomène s'amplifie au cours des années 1920.
Et ce, même si, en 1928, on avait constaté, comme je vous l'avais précédemment indiqué dans ma première vidéo, que la production industrielle s'était un peu ralentie. Bah oui, à force de produire toujours plus et plus vite, l'offre avait dépassé la demande et on va dire que 1928 avait été une période de réajustement du marché. Oui, mais voilà, le grand problème, c'est que les gens qui voulaient se lancer dans la bourse achetaient leurs actions aussi en utilisant le crédit facilement accordé par les banques. En effet, depuis l'année 1926, le nouveau système d'achat à crédit d'actions nommé le Call Loan est permis à Wall Street. Les investisseurs peuvent ainsi acheter des titres, des actions, avec une couverture de seulement 10%. Par exemple, si je voulais acheter une action de 100 $, je pouvais à cette époque sortir 10 $ de ma poche et emprunter jusqu'à 90 $ à la banque pour acheter l'action. Imaginez, en conséquence se crée alors une bulle spéculative. Pour rappel, il y a bulle spéculative lorsque le prix d'un actif augmente en continu de manière excessive, de telle sorte qu'il s'éloigne de sa valeur réelle. La bulle est alimentée par des comportements spéculatifs. Des individus investissent dans des actifs dont ils anticipent de façon exagérément optimiste l'augmentation de leur valeur. Ainsi, l'Américain qui a un peu d'argent préfère investir en masse à la bourse, car il est sûr que la valeur de ses actions va augmenter avec le boom économique des années 1920. Personne n'avait pensé qu'un jour tout allait s'arrêter. Il faut nuancer cette frénésie spéculative car après coup, on s'est rendu compte qu'il y avait eu des signes avant-coureurs à cette crise. À la bourse de Berlin, par exemple, on avait eu le krach du 13 mai 1927 et en conséquence, dès 1928, l'Allemagne était entrée en récession. Pour rappel, une récession est une période de diminution passagère de l'activité économique d'un pays. Elle est globale lorsqu'elle touche à la fois la production industrielle, le commerce à travers les échanges internationaux, l'emploi, le niveau des revenus ainsi que la consommation des ménages. On se doute bien que les banques américaines ont eu dans l'idée de faire attention, notamment par rapport à l'argent prêté à l'Europe et à l'Allemagne aussi au lendemain de la Première Guerre mondiale. Même si la production industrielle des États-Unis avait doublé au cours de ces années 1920, le boom boursier était trop rapide. La hausse annuelle des cours pendant la même période est de 18% en 1927. Et si on regarde sur la décennie, on constate une hausse totale de plus de 300% entre le début et la fin des années 1920. L'argent gagné est donc de moins en moins réinvesti dans l'économie réelle, par exemple en achetant des biens ou des produits. On achète plutôt des actions à crédit, bah oui, ça coûte moins cher, et qui pourront rapporter gros, alimentant ainsi la bulle spéculative. Alors, que s'est-il passé ? Simplement, une semaine avant le krach boursier, il y a des grosses ventes d'actions sur le marché, notamment les plus gros opérateurs, ceux qui avaient beaucoup d'actions et qui sentent la stabilisation de la valeur des actions arriver. C'est-à-dire que les actions n'augmentent plus beaucoup. Car comme on avait dit en 1928, la production industrielle était trop élevée par rapport à la demande. Les gros opérateurs vendent donc leurs actions en espérant encaisser des bénéfices. Oui, mais voilà, qui va acheter des actions qui ont déjà une valeur bien trop élevée alors qu'on a une baisse de la production industrielle depuis le début de l'année? Pas grand monde en fait, voire personne. Ce jeudi 24 octobre, plus personne ne veut acheter ces actions alors que les gros opérateurs sont en position de vente. S'ensuit un effondrement total des cours sur la journée d'à peu près moins 22%. Que faire ? Les grandes banques, craignant pour leurs intérêts, vont vouloir racheter ces actions des plus gros opérateurs pour éviter la panique. Mais tout ne va pas se passer comme prévu, car le processus est bien lancé. Les petits actionnaires s'y mettent aussi, craignant pour leurs actions et voyant aussi qu'ils n'ont pas de perspective à long terme et que la production globale stagne dès 1928. Ils vont vouloir se mettre à vendre massivement leurs actions car ils veulent encaisser leurs bénéfices des années précédentes. De plus, en cas de baisse de la valeur de leurs actions, et c'est ce qu'il se passe finalement, ils doivent rembourser les crédits souscrits auprès des banques. Le souci, c'est qu'en voulant limiter les pertes, on va aussi risquer de mettre en faillite les banques. Car si la crise continue et que les valeurs des actions baissent, voire perdent totalement leur valeur, on ne peut plus rembourser les prêts. Et les banques doivent récupérer l'argent prêté, souvent en saisissant les biens de ceux qui avaient fait appel à un crédit. En tout cas, en cette journée du 24 octobre 1929,
Les pertes sont énormes et globalement cela correspond à la somme des gains sur une année faite en bourse, perdue en un seul jour. Pire, le 28 octobre, nouvel effondrement des cours, qui baisse globalement de 13% et puis encore de 12% le lendemain. Les banques ne vont rien faire cette fois-ci et c'est l'effondrement. Beaucoup d'actionnaires perdent tout et sont ruinés. De plus, les banques pensent aussi à récupérer l'argent des crédits avancés auprès de leurs clients pour éviter la faillite. Et c'est une crise profonde qui s'installe. Cette crise financière devient dès lors une crise économique que l'on appellera la Grande Dépression et qui aura des effets dévastateurs les mois suivants. En effet, dans un premier temps, les plus riches sont directement touchés par cette crise financière. On estime que 36 familles riches possédaient des revenus égaux à ceux de 42% de la population. Mais ensuite, comme un effet boule de neige, c'est tout le système bancaire et économique qui est mis à mal. Les petits actionnaires sont ruinés et ont saisi leurs biens pour rembourser les banques qui leur ont fait crédit. Les banques ne récupèrent malheureusement pas tout l'argent prêté. Certaines disparaissent, d'autres sont proches de la faillite et n'aident plus les entreprises qui se retrouvent elles-mêmes en très grande difficulté et devront massivement licencier ou pire, définitivement fermer car elles sont tout simplement ruinées. En conclusion, la crise économique de 1929 fut donc un véritable choc pour l'économie américaine. Le système bancaire a été véritablement mis à mal et une des conséquences de cette crise, c'est qu'en 1933, 25% de la population active des États-Unis est au chômage. Les prix s'effondrent, c'est la déflation. L'agriculture est touchée et on assiste à une baisse de la consommation. Il faudra l'arrivée de Roosevelt et sa politique du New Deal pour véritablement sortir de la crise. Mais ceci est une toute autre histoire et sera l'objet d'une autre vidéo. Alors je vous dis à bientôt si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à la partager et à la liker. À la prochaine, ciao!